Bonjour à tous et bienvenue après ce long moment d'absence sur la chaîne Au fil des lames pour vous présenter aujourd'hui ce couteau, le Kanetsune Shun. Donc on va d'abord commencer par les mensurations un petit peu rapides, un petit peu classiques. Donc on a ici un couteau en poids total avec l'étui qui va faire à peu près 190 grammes, l'étui seul 60, le couteau 130, ce qui fait que c'est déjà un couteau qui est relativement lourd par rapport à l'emport. On a une longueur totale du couteau d'un petit peu moins de 19,5 cm, une lame de 7,3 et un tranchant qui est très optimisé à 8 cm sur un couteau avec une longueur de lame de cette taille. C'est plutôt intéressant. Pour partir rapidement sur l'histoire de Kanetsune, donc c'est une entreprise du nom de son forgeron, qui fabrique donc des lames dans la ville de Seki City au Japon. Seki City que les amateurs de couteaux connaissent bien pour être la ville du couteau au Japon, le tiers japonais, si on peut se permettre la comparaison. Et donc les lames sont forgées à la main. On a ici un couteau qui est très intéressant parce qu'il est il est construit à partir de techniques assez traditionnelles japonaises. Et ce qu'on remarque tout de suite quand on voit ce couteau, c'est que l'étui est relativement atypique. On a un couteau qui est un étui donc en bois, ici du bois de Magnolia. Alors je m'arrête un tout petit instant sur cet étui parce que je trouve que c'est assez intéressant. Donc on a évidemment une rétention qui est tout à fait bonne, mais liée à la petite bague en cuir, parce qu'évidemment l'étui étant en bois, il offrirait sinon aucune rétention. Mais il est très bien fait et il offre la possibilité d'avoir un port à la fois droitier et à la fois gaucher, ce qui est important pour un couteau polyvalent. Donc on peut le porter à droite ou à gauche sans la moindre difficulté. Donc comme vous pouvez le voir ici, l'étui est constitué d'une plaquette en bois et d'une deuxième plaquette plus grosse qui va être creusée pour permettre l'introduction du couteau, ce qui limite donc le fait que ce soit en bois l'usure liée au frottement de la lame, le tout étant maintenu probablement collé à la base, mais maintenu ensuite dans un second temps par du cuivre, par des petites lanières en cuivre. Et là-dessus vient se fixer un jeu de lanières en cuir cette fois-ci, qui permet donc le passage d'une ceinture, voire même d'un ceinturon assez large. Le tout évidemment est démontable parce qu'on a des lanières en cuir qui viennent ici enserrer une petite excroissance qui permet en fait d'éviter que l'étui ne se sauve. Et puis ça se ferme enfin par une petite pression, un petit bouton pression. Donc le tout évidemment, on peut enlever cette partie-là, mais l'étui à ce moment-là n'a plus aucune rétention. Voilà, donc bois de Magnolia, cuir et cuivre. Un étui qui est très joli, qui a un aspect assez atypique, qui est relativement bien fini et que je trouve très sympa. Pour venir sur ce qui nous intéresse à proprement parler, le couteau, on a ici donc un manche qui est très long par rapport à la longueur de lame, ce qui permet une prise en main vraiment très bonne, et le retour à l'arrière qui permet d'éviter que le couteau ne glisse. On a un manche qui est en bois de chêne, ici, massif évidemment, et on peut noter tout de suite une petite pièce de chaque côté, parce que sans avoir beaucoup de précision sur la fabrication du couteau, les informations sont assez rares sur ces couteaux-là finalement. On peut imaginer que le manche a été en fait fendu dans le sens de la longueur pour permettre l'introduction de la lame, qui est en soie partielle, qui vient ensuite être secondairement rivetée au manche, et puis donc les petites pièces en bois sont rajoutées afin de venir combler le manque de matière laissé par le passage à la scie. L'ajustement est tout à fait bon, en fait le manche est extrêmement doux. On ressent un tout petit peu, alors pas tellement sur ce côté là, plus sur celui-ci, en tout cas sur cet exemplaire là, un tout petit décroché au niveau de la petite pièce de bois rajoutée en chêne, mais ça reste tout à fait correct. On voit un petit peu plus près que l'ajustage est
pas tout à fait parfait, hein. Il faut être honnête, entre la bague et la garde et le manche, mais ça pose pas de problème au niveau de l'utilisation, évidemment. Une demi-garde ici, en métal. Et puis pour ce qui va nous intéresser un petit peu plus, la lame. Donc c'est une lame qui est forgée à la main, comme je le disais tout à l'heure. L'acier qu'on a ici, c'est un acier carbone Blue Pepper Steel, qui est assez classique, disons, dans le travail de lame japonais. Et il s'agit d'un acier damas 15 couches. Donc un acier damas linéaire, un petit peu vague, en forme de vague bien sûr. Et comme on peut le voir, un tranchant qui est un peu plus miroir qu'initialement, parce que je l'ai passé au cuir comme je le fais souvent, mais qui arrive extrêmement propre, extrêmement tranchant en sortie de boîte. L'aspect brut de forge sur le côté, et sur la deuxième partie de la lame, qu'on arrive à distinguer un petit peu des écritures en fait japonaises de la signature du coutelier. Pour parler de l'émouture, c'est une émouture qui va être un petit peu hybride, parce qu'on a une émouture plutôt sabre initialement, mais qui a tendance à être, probablement du fait qu'elle soit faite à la main, discrètement convexe, notamment sur le fil, ce qui offre évidemment un tranchant très intéressant, et qui offre également une durabilité intéressante, parce que l'émouture d'une part est plutôt basse, d'autre part la dureté en HRC est extrêmement importante, puisqu'on est de l'ordre de... Alors, ça dépend un petit peu des sites, c'est difficile d'être certain de la dureté, en tout cas largement au-dessus des 61, a priori plutôt autour des 63-64 HRC, ce qui fait une lame extrêmement dure. Voilà, donc un outil que je trouve d'une forme relativement atypique du fait de la disproportion du manche par rapport à la lame, le petit casse-goutte qu'on peut observer ici, l'épaisseur de lame que je n'ai pas mesurée, mais qui fait environ 3 mm d'épaisseur et qui offre une pointe assez solide malgré tout. On a un tranchant qui va être extrêmement... Alors là il a été retouché, mais extrêmement fort, hein, comme on peut le voir, sans forcer. On arrive à couper de façon extrêmement... petit accro, mais ça c'est plus de ma faute, avec ma petite anti-sèche. Voilà, on a un couteau qui est, en tout cas je trouve, une belle pièce d'artisanat japonais. Alors je ne l'ai pas encore réellement testé ce couteau, parce qu'en fait en réalité je le trouvais très beau. J'aimais beaucoup son histoire, mais la lame est relativement courte par rapport à l'emport du couteau, ce qui fait que c'est pas celui-ci que je privilégie pour mes sorties. Initialement, il a été créé pour être relativement polyvalent en réalité, mais également pour servir à la pêche, pour écailler, ouvrir les poissons. Alors le choix de l'acier n'est pas forcément heureux, je pense, pour cette indication-là, mais effectivement, il doit pouvoir remplir sa fonction dans cet office-là. Néanmoins, sur le bois, on a une pénétration qui est tout à fait satisfaisante, favorisée par les moutures un petit peu convexes, par le tranchant qui est évidemment rasoir, et par la prise en main qui permet un appui en force très conséquent. On voit un petit peu le morceau de bois qu'on peut enlever, alors en forçant certes, mais dans une position qui est pas du tout la bonne. Et donc le fait que ce soit une lame fixe, évidemment, malgré qu'on ne soit pas sur une soie traversante, offre bien évidemment des possibilités assez importantes en termes de flexion latérale, etc. La demi-garde est une sécurité assez intéressante pour cette utilisation-là. Et donc on voit que sur un morceau de bois évidemment mort, comme très souvent, on arrive à enlever des copeaux très importants, et ce très facilement, et sans abîmer le fil de la lame. Alors je ne m'amuserai pas avec ce couteau-là
bâtonner du fait que ce soit pas une soie traversante, même si je pense qu'on peut légitimement penser qu'il en est tout à fait capable. Alors je vais me mettre debout un petit peu pour être un peu plus à l'aise, et puis voir un petit peu ce que ça peut valoir en termes d'utilisation pour un usage un peu plus je voulais la mousse, un peu plus randonnée bushcraft, pardon, etc. Hop, on va se mettre bien devant la caméra et essayer par exemple de faire un petit hérisson de bois si on voulait démarrer un feu. Alors on peut supposer, là je l'essaierai pas sur un fire steel parce que comme c'est un couteau que je destine plus finalement à un usage de collection, j'ai pas envie en fait d'enlever l'aspect brut de forge que je trouve tout à fait sympa. Mais on peut supposer, ayant affaire à de l'acier carbone, que ce serait tout à fait pertinent comme usage que de l'utiliser avec un fire steel. Ouais, donc on arrive à faire quand même des petits copeaux relativement fins. Sans trop d'efforts évidemment. Donc, du fait de l'émouture, on pourrait presque parler de Scandivex, hein, finalement, des moutures un petit peu convexes sur un profil de lame sabre ou une mouture un peu scandinave. Donc ça permet un travail relativement fin, tout en permettant de forcer, si jamais on voulait se dégager une pointe plus forte. Donc c'est oui, finalement à l'usage, ça pourrait tout à fait faire office de couteau de randonnée, quoi. Un petit peu dans l'esprit traditionnel, même si encore une fois pour ça je choisirais quitte à avoir un couteau un petit peu lourd comme ici et une longueur de quasiment 20 cm, et ben, une lame un tout petit peu plus longue avec un manche un petit peu plus ramassé, quoi. Ouais. On gagnerait évidemment en polyvalence sans gagner en poids ni en gabarit, quoi. Ouais, très surprenant ce petit couteau, finalement, l'efficacité qu'il peut avoir. Voilà, surprenant oui et non, hein, parce que on a une lame quand même qui est celle qu'on peut utiliser sur des couteaux de poche en forêt. C'est tout à fait satisfaisant. Après, si vraiment ce modèle vous plaît et que vous le destinez plus à un usage de randonnée, de chasse, de pêche, il faut savoir qu'ils existent avec des lames beaucoup plus longues, enfin beaucoup plus longues, en différentes tailles de lames en tout cas, avec des manches qui ne sont pas forcément beaucoup plus encombrants, et que ça reste un couteau qui est quand même plutôt un bon couteau, un beau couteau, un couteau avec une histoire intéressante, une âme en fait, voilà, c'est ça, plus qu'une histoire, une âme assez forte. Donc voilà, si ce couteau vous intéresse, il faut savoir que alors ce modèle-ci en particulier est disponible encore, je l'ai vu aujourd'hui là sur la coutellerie Tourangelle à un prix qui est relativement intéressant parce que c'est un couteau qui vaut quand même assez cher initialement. On est au-delà des 100 € largement, hein, celui-ci 120. Et les modèles plus grands sont évidemment plus chers. Mais actuellement sur la Tourangelle il est à moitié prix, donc il y a une soixantaine d'euros. C'est pour ça d'ailleurs que je l'avais choisi, celui-ci, parce que je savais que je ne m'en servirais pas plus que ça, mais je voulais ce modèle que je trouve vraiment très joli. Et puis vous trouverez évidemment des modèles plus grands, un peu plus chers sur d'autres sites, pour ne pas faire de pub. Et voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne Au Fil des Lames. À bientôt, salut!